C'est bon pour toi. Bon, donc, je te remercie pas une nouvelle fois, Michel. Mais si, c'était très sympa de m'avoir invité pour vous parler de l'échographie dans le choc septique. Très rapidement, donc, avant de commencer ma deuxième vie aux urgences et en USC médical, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en réanimation. Et c'est là que j'ai eu la chance d'apprendre l'échographie hémodynamique. Alors, je ne suis pas un infâme suppôt de l'industrie. L'échographie, à quoi ça sert? On va répondre rapidement là-dessus parce que je crois que tu vas intervenir et nous détailler. On voit les plèvres, on voit la cite, on voit ça peut nous aider à guider les vaisseaux, les vésicules. Mais dans le sepsis, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'échographie? C'est pas sûr, parce qu'on a la fameuse Gold thérapie. Et puis quand même, depuis Rivers, on a quand même 2 gros papiers, et ça s'est poursuivi après, qui nous ont dit que finalement, remplir à l'aveugle des patients, ça les tuait parfois plus que ce qu'on pouvait imaginer. Et donc il y a un beau papier, et puis ça s'est multiplié depuis 2015, qui sont revenus sur ces litres inconsidérés de remplissage. Et on sait maintenant que remplir, oui, sans doute, mais pas trop. Alors, si je reprends la définition moderne du choc septique, je vais passer rapidement là-dessus. C'est une dysfonction d'organes. Le score SOFA, on pourrait en parler pendant des heures. Je crois que déjà, si on retient le quick SOFA, c'est déjà pas mal. Et puis finalement, grosso modo, l'expérience des gens dans le cas d'une infection est de dépister les altérations circulatoires, l'hypoxie tissulaire, le dosage des lactates, et puis savoir si on a besoin de noradrénaline quand la tension est basse. Ça suffit à définir un choc septique. Je passe rapidement. Alors si on s'arrête sur ce que disent les experts, par rapport donc à qu'est-ce qu'il faut utiliser comme monitorage dans le choc septique. En 2014, là, c'est des grands noms de la réanimation européenne. Et ils nous ont décidé de nous donner quelques guides pour lesquels on voit que le fait de faire de l'échographie à l'étape du diagnostic, c'est l'outil qui doit être privilégié. Ça, c'est du grade 2 des recommandations. Et puis, si on va dans le cadre du monitorage proprement parlé, eh bien, l'échographie, ça sert également donc comme outil qui va suivre le malade au décours de la prise en charge. Ça permet de mieux appréhender les désordres hémodynamiques et de choisir les meilleures options thérapeutiques. Et puis, j'en reparlerai parce que c'est quand même un élément important. Même si ça nécessite un petit peu plus de travail pour acquérir ça, c'est effectivement d'aller mesurer le volume d'éjection systolique et donc de mesurer l'ITV sous-aortique. J'en dirai quand même un petit mot. Très récemment, là, c'est un papier qui est sorti dans Intensive Care en avril. Les mêmes experts les mêmes experts ont synthétisé un petit peu toutes les nouveautés autour du choc septique. Alors, c'est vraiment un papier, je vous invite à le lire parce qu'il est assez sympa. Il reprend point par point l'ensemble des items thérapeutiques, avec des choses d'ailleurs qui sont parfois même un peu bizarres. Moi, j'ai toujours rêvé de pouvoir faire des bêta-bloquants. J'ai pas le temps de développer des bêta-bloquants dans le choc septique. Il y a sans doute une place, mais c'est un peu compliqué. On n'a pas le temps de s'y attarder. C'est quand est-ce qu'il faut utiliser les ionotropes? Quels ionotropes? Est-ce que c'est des inhibiteurs des phosphodiesterase ou est-ce que c'est de la dobutamine? À quelle dose? Et puis bien sûr le reste des options thérapeutiques et notamment le remplissage, c'est bien détaillé. Alors, faire de l'échographie dans le choc septique, donc on sait qu'il faut en faire tôt. D'abord pour éliminer les causes curables, je passe rapidement. Là, ici on a une tamponnade, ici on a un cœur pulmonaire aigu, un pneumothorax ou un épanchement pleural. On y reviendra, enfin je crois que tu en reparleras tout à l'heure. Je vais passer là-dessus. Et puis l'échographie dans le choc septique, c'est aussi bien sûr d'évaluer la fonction systolique globale. Il n'y a pas besoin de mesure pour ça. C'est l'œil. Et puis finalement une courbe d'apprentissage qui est très rapide. Retenez une chose, c'est que le choc septique, c'est au minimum, 30%, ça varie entre 30 et 50% selon les études, mais c'est au minimum 30% d'altération de la fonction systolique. Et si on rajoute la fonction diastolique, on est probablement plus proche des 50% d'altération. C'est une maladie en tant que telle, une maladie du myocarde, le choc septique. Alors la veine cave, j'en dirais simplement 2 mots.
C'est quelque chose qu'on a appris tous ceux qui font de l'écho. Qui c'est qui fait de l'écho d'ailleurs dans la prise en charge des états de choc? Ouais. On a tous appris qu'il fallait regarder la veine cave. Bon, on sait maintenant, alors j'ai là aussi pas trop le temps de détailler, c'est un mauvais marqueur. C'est un mauvais marqueur, notamment prédictif de réponse au remplissage. Ce n'est pas parce que vous allez regarder votre veine cave que vous allez pouvoir affirmer, à quelques exceptions près, que le remplissage que vous allez faire est quelque chose qui va augmenter le débit cardiaque. Or, et ça c'est le seul message que vous devez retenir en partant chez vous, lorsque vous remplissez un malade, il faut vous assurer que ce remplissage sert à quelque chose en termes d'augmentation du débit cardiaque et donc en termes d'augmentation du volume d'éjection systolique. Remplir un patient, si on ne sait pas si ce patient est sur la courbe verticale ou horizontale de la courbe de Frank-Starling, ça ne sert à rien, c'est potentiellement délétère. Alors, au moins, en tout cas, jusqu'à 1 litre, 1,5 litre, probablement qu'on peut le faire un peu à l'aveugle, mais en tout cas, au-delà d'1,5 litre, 2 litres, alors là, on est sûr qu'on va tuer des patients. Donc, une petite méta-analyse sur, quand même, qui a revu quasiment toute la littérature sur la veine cave en 2018, nous disait que en dehors de la veine cave qui vraiment fait clap-clap, c'est-à-dire qui est vraiment totalement plate et qui est vraiment pratiquement invisible, en dehors de ce cas extrême, la veine cave ne vous permettra pas de savoir si votre remplissage va bénéficier au volume d'éjection systolique. Alors, juste deux petites boucles pour vous montrer. Ça, c'est un VG normal. Ça, c'est un VG à l'évidence altéré. Qu'il soit moyennement ou très altéré, finalement, ne va pas avoir une importance aussi déterminante que ce qu'on pourrait imaginer. Et puis donc, le plus important peut-être pas, mais en tout cas la chose que les gens qui veulent faire de l'hémodynamique un petit peu avancée aux urgences rêvent de pouvoir maîtriser, c'est cette fameuse fonction diastolique. Et la fonction diastolique, c'est finalement la capacité du ventricule gauche à se remplir. La fonction systolique, on comprend bien ce que c'est le ventricule gauche, lorsqu'il contracte, il se vide. Donc ça, un ventricule gauche qui, lorsqu'il se contracte bien, se vide bien, on comprend facilement que la pompe marche bien. Mais savoir si, lorsqu'il se détend, lorsqu'il se remplit, est-ce qu'il se remplit de manière correcte? Ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est ça l'analyse de la fonction diastolique. Alors, il y a des marqueurs. Il y a une courbe d'apprentissage qui est quand même délicate. Ça nécessite une petite expertise. C'est probablement pas ce qui pourra vous déterminer le risque d'OAP, en tout cas l'élévation des pressions de remplissage sur la fonction diastolique. Ça peut se faire, mais c'est quand même quelque chose qui est un petit peu difficile. En revanche, pour ceux qui en font, je voudrais juste que vous repartiez avec quelques messages sur les limites. Lorsque vous mesurez votre onde E au flux mitral, retenez une seule chose. L'onde E à plus d'1,2 mètre seconde, c'est probablement que le patient a des pressions élevées, sauf si c'est un jeune sportif, enfin bref. Mais en dehors de ça, chez quelqu'un qui est relativement âgé, on ne doit pas avoir des pressions de remplissage à plus de, enfin des ondes E, pardon, à plus de 1,2 mètre seconde. Pour l'onde E', c'est-à-dire l'analyse finalement de la distensibilité du ventricule gauche en diastole, qu'on analyse en Doppler tissulaire, bien là aussi, c'est quelque chose qui dépend des pressions de remplissage. Tous les cardiologues vous diront non, l'onde E', la fameuse onde E', c'est le marqueur universel des pressions gauche, parce que ce n'est pas dépendant des pressions de remplissage. Eh bien, oui, c'est vrai en cardio, chez le malade stable qui va avoir son cardiologue, sa valvulopathie ou sa cardiopathie ischémique parfaitement compensée. Aux urgences et en réanimation, on sait, parce que ça a été démontré, que cette onde E' est dépendante finalement des conditions de charge. Et le deuxième message que je vais vous laisser, que je vais vous donner pour ceux qui en font un petit peu, c'est de retenir qu'une onde E' à moins de 8 cm/s, c'est dans le choc septique un critère de gravité. C'est quelqu'un qui a une altération sévère de sa fonction diastolique et vous le verrez tout à l'heure, qui a une surmortalité dans les groupes qu'on a étudiés. Et le dernier message, là encore pour ceux qui se sont essayés à ces mesures, eh bien on l'a dit, c'est que lorsque l'onde E' et E sont des ondes qui sont volodépendantes, qui sont dépendantes des conditions de charge, lorsqu'on va remplir notre malade, on va faire augmenter simultanément l'onde E et l'onde E'.
Et le rapport sur E', lui, il ne va pas bouger. Or, tous les cardiologues vous diront que ce qui gère chez eux les pressions de remplissage, c'est le rapport sur E'. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, le rapport sur E' sous remplissage, il va rester constant. Jusqu'au moment, et c'est là qu'il faut retenir ce message-là, jusqu'au moment où effectivement, en long de prime, le remplissage a été suffisant pour restaurer la volémie optimale du patient. Et à ce moment-là, si vous continuez à remplir votre patient, vous allez voir le rapport sur E' exploser. Et c'est ça qu'il va falloir monitorer lorsque l'on fait de l'échographie chez le patient en choc septique. Alors, les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la mesure du volume d'éjection systolique. Ça, c'est l'équivalent du, comment dirais-je, un reflet en tout cas du débit cardiaque. On mesure ça, on va avoir des images tout à l'heure. C'est ce qui va nous permettre de savoir si le ventricule gauche finalement remplit son rôle en distribuant un certain volume aux organes et aux cellules. Malheureusement, dans tout un tas de circonstances, on va être un petit peu en difficulté. Et le dernier message que je veux donner, c'est que finalement, lorsque l'on a, plutôt que de chercher à faire des mesures extrêmement compliquées, ce qu'il va falloir voir, c'est de savoir si, lorsque je remplis mon malade, j'augmente mon volume d'éjection systolique. Et même si je ne sais pas faire de E sur E', de choses très compliquées sur le flux mitral, si je sais faire cette mesure de d'ITV sous-aortique, et je vous promets que c'est quelque chose qui est simple à faire, on le fait en atelier de la SFMU, si tant est qu'on ait un petit peu appris à faire ces coupes cardiaques avant, mesurer un volume d'éjection systolique, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend très facilement. Eh bien, on mesure le volume d'éjection systolique avant remplissage, après remplissage. Si après 500 cc, on a augmenté de plus 10%, on est sur une portion verticale de la courbe de Starling. Donc, on a un patient qui est remplissage dépendant, donc on peut continuer à remplir ce patient. Dès lors que notre remplissage n'augmente plus ce volume d'éjection systolique, eh bien, ma foi, il faut arrêter et passer à d'autres choses. Ou continuer ou augmenter les doses de catécholamine. Alors, là encore, nos équipes d'experts, c'est toujours un petit peu les mêmes, c'est les réanimateurs européens, enfin là, en l'occurrence, c'est les Français. Ils ont fait un papier qui est survenu, là, c'est ultra récent, c'est de mai 2019, un papier qui est absolument remarquable, qui a repris les deux grandes études européennes qui se sont déroulées ces dernières années, prospectives dans le choc septique et prospectives chez des gens qui étaient monitorés en écho. Ça représente un peu plus de 300 malades. Et ils ont regardé en analyse a posteriori, ce qu'on appelle analyse post-hoc. Ils ont brassé, on parlait tout à l'heure ce matin des big data, de l'intelligence artificielle, c'est une machine qui a fait ça. Et effectivement, ils ont pu identifier dans ces 300 et quelques malades dont on avait donc très précisément les mesures échographiques, quels étaient finalement les profils que l'on retrouvait, les phénotypes, ils ont appelé ça des phénotypes de choc. Et on apprend des choses. On apprend qu'on retrouve pour 30-40% de malades des patients avec une altération de la fonction systolique. On retrouve ce qu'on sait déjà, des patients hyperkinétiques, avec un VG qui pompe comme un fou. On retrouve également des patients qu'on va pouvoir remplir comme des outres. 3, 4, 5, 6 litres, 10 litres dans les 48 premières heures, 12 litres parfois. Des patients qui sont, on pourrait appeler ça poreux, on remplit un tonneau des Danaïdes. Et puis, ce qu'on connaissait peut-être un petit peu moins, les patients qui ont une défaillance cardiaque droite isolée. Ils ont donc défini, ils ont récupéré les paramètres échographiques les plus fréquemment, échographiques et cliniques d'ailleurs, les plus fréquemment rencontrés dans ces différents profils. Ils ont malaxé tout ça et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait un cinquième groupe. Ce cinquième groupe, ils l'ont appelé les patients bien ressuscités, bien réanimés. Pourquoi ? Parce que quand ils ont analysé la mortalité de ces groupes, vous voyez qu'un patient en dysfonction systolique, il meurt, il y en a 1 sur 2 qui va au tapis. Même ceux dont on pensait qu'effectivement, ils s'en sortiraient peut-être un peu mieux, ils avaient 24% de mortalité. Les autres, c'était également pareil. Le patient qu'on remplit comme un tonneau des Danaïdes, il meurt aussi beaucoup. Et ceux qui sont bien réanimés, eux, ils meurent de manière nettement significativement moins que les 4 autres groupes. Et le deuxième élément qu'ils ont ressorti, c'est que pour ces 4 groupes
qu'on connaissait plus ou moins, tous avaient des altérations profondes de la fonction diastolique et donc des ondes E' qui étaient basses. Le seul groupe où significativement, en termes de fonction diastolique, on avait une amélioration de la survie, c'était le groupe bien réanimé, et ceux-là avaient des ondes E' qui étaient à plus de 10-12 cm/s. Alors le problème, c'est que on n'a pas de traitement sur la fonction diastolique actuellement, sauf peut-être justement ces fameux bêta-bloquants dont j'ai parlé très rapidement, mais ne retenez pas le fait qu'il faut faire des bêta-bloquants dans le choc septique, c'est un peu plus compliqué que ça, mais probablement que certains malades pourraient éventuellement en bénéficier. Bon, je passe rapidement sur cette diapo, c'était pour regrouper les 3 marqueurs les plus fréquemment retrouvés dans tous ces groupes. Et donc c'était des marqueurs qui avaient des sensibilités certes mauvaises, mais par contre des très bonnes spécificités. Je passe. Alors, dans la vraie vie, voilà ce que ça se présente. J'ai pris un exemple d'une vraie patiente qui est arrivée chez nous il y a quelques années, 63 ans, sous hydréa pour une thrombocytémie essentielle et un antécédent de cardiopathie ischémique. À l'arrivée, elle a une fréquence cardiaque à 130, une fréquence respiratoire à 35 par minute, elle a 7,4 de tension, elle est marbrée, somnolente, elle a 40 de température et des douleurs abdominales sans autre point d'appel clinique. Je vous accorde que, est-ce que vous avez besoin, enfin qui a besoin de l'échographie pour faire le diagnostic de choc septique? Même moi, j'y suis arrivé. Donc ce n'est pas en ce sens que c'était intéressant. En revanche, avant tout traitement, on lui a fait l'écho. Là, c'est son VG. Est-ce que, quand vous voyez un VG comme celui-là, vous avez envie de passer 2 litres à l'aveugle la première heure de prise en charge? Pas nécessairement. Est-ce qu'il faut passer 2 litres à cette malade? Peut-être. Mais avec cette simple image, je vais avoir du mal à le savoir. Et c'est pour ça qu'il va falloir aller creuser un petit peu plus et faire, si on veut vraiment faire profiter le patient de la prise en charge échographique, il va nécessairement falloir aller plus loin. Et la simple exploration visuelle, comme ça, sans mesure, ne va pas être suffisante. Sa fonction VG, elle est probablement altérée. Est-ce qu'elle est moyennement altérée ou sévèrement altérée? Finalement, on s'en fout. Mais comme ça, on n'a pas trop envie d'aller le remplir comme une autre. Si on voit l'image en petit axe, on voit effectivement que le VG fonctionne, pas trop mal sur la paroi antérieure, pas trop mal sur la paroi inférieure. La postérobasale, elle ne bouge pas, mais c'est normal, elle avait ça c'est qu'elle l'infarctus. Bref, c'est quelqu'un qui avait une cardiopathie préexistante. Quand on lui fait cette fameuse mesure d'ITV aortique, alors pour ceux qui veulent s'y essayer, on est en apical 5 cavités, on va aller placer le curseur juste en dessous, en amont des sigmoïdes aortiques, bien alignés, et on va tirer sur... Dans cette fenêtre en Doppler pulsé, on va aller enregistrer le flux éjectionnel transaortique. Et ce flux éjectionnel, si on le mesure cette enveloppe-là, ça nous fait ce qu'on appelle l'intégrale temps-vitesse. C'est 18 cm, la normale, c'est entre grosso modo 14 et 20, 17 plus ou moins 3. Lorsqu'on est avec moins de 14 cm, on a un volume d'éjection qui est bas. Lorsqu'on est à plus de 20 cm, on a un volume d'éjection qui est élevé, augmenté. On fait le flux mitral, le fameux flux mitral dont je vous ai rapidement parlé, avec une onde E, une onde A. Vous voyez que là, les deux sont quasiment identiques. Je passerai rapidement. L'onde E est à 9 mètres secondes. Bon, on dit les études entre 9 et 1,2 mètres secondes. Attention, les pressions sont peut-être élevées, je ne sais pas bien. Le rapport E sur A, on dit lorsque c'est supérieur à 1,2, les pressions sont peut-être élevées. Bon, là, je suis à 1,03. Bon, c'est difficile. On fait le fameux E sur E'. Le sur E', je passe. Là, on a quand même un sur E' à 7. Bon, la norme, c'est entre 7. Enfin, la zone grise, c'est entre 7 et 13. Vous voyez, bon, il y a plein de chiffres à manipuler. C'est compliqué. La seule chose, c'est que son onde prime, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est à 14 cm/s. C'est-à-dire qu'elle a une excellente fonction diastolique, cette patiente, malgré le fait qu'elle ait d'ailleurs une cardiopathie préexistante. Donc, je vais faire, dans ces cas-là, une épreuve de remplissage. Donc, j'ai rempli cette patiente de 500 cc en 10 minutes, donc full speed. Et lorsque on refait notre ITV, eh bien, on voit qu'on est passé de 17 tout à l'heure à 21. On a donc plus de 10% d'augmentation du volume d'éjection. On est donc sur quelqu'un qui est remplissage dépendant. Et donc, on va pouvoir, à ce moment-là... Alors,
Bien sûr, on a mis de la noradrénaline également, parce que j'en ai pas parlé, mais elle avait 7 cas de tension, donc à 40 de diastolique, il faut débuter la noradrénaline avant d'avoir mis tout remplissage, hein, donc il faut débuter précocement la noradré. On avait fait la veine cave inférieure parce que voilà. Alors le seul bénéfice de la veine cave inférieure chez cette patiente, ça a été de me montrer que dans le foie, j'ai trouvé ce truc-là. Ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est, parce que moi, je ne fais pas du tout d'écho-abdo. J'ai été voir le radiologue. Le radiologue, il m'a dit, oh, bah, ça, c'est un magnifique abcès du foie. Il m'a mis un drain là-dedans. Il a retiré 300 cc de pus qui grouillait des Escherichia coli. Cette dame-là, elle avait fait 48 heures d'USC avec un petit peu de norade et puis des antibiotiques. Et 10 jours plus tard, elle était rentrée chez elle. Alors, est-ce qu'il y a un impact sur la mortalité de faire tout ça? Il faut être honnête. Il y a un papier qui est sorti l'année dernière qui nous a tous un petit peu, comment dirais-je, travaillé, parce que c'était le premier papier qui montrait sur une étude prospective, a priori plutôt pas mal faite, que dans le choc, dans les états de choc indifférenciés, faire de l'écho, ça ne changeait rien. On mourrait pareil. Alors évidemment, pas très glorieux. Et puis quand on regarde un petit peu en détail, effectivement, c'est de l'écho sans monitorage, sans rien, c'est juste de l'écho visuel. Bon. Et dans ces cas-là, on comprend assez facilement que, vu la complexité d'un choc septique en termes de physiopathe, simplement se contenter des images comme ça, eh ben, c'est pas suffisant pour pouvoir bien serrer nos patients. Et donc quand on reprend, et ça c'est le papier qui quelques mois plus tard simplement est sorti dans Intensive Care. Alors là, c'est pas du petit papier, c'est pas de la petite étude. Ils sont partis de 17 000 patients. 17 000 patients. Ils arrivent en fin de cohorte, enfin en début d'analyse, à 6 000 chocs septiques. Donc ça, c'est du big data, d'accord. C'est certes du rétrospectif, on est d'accord, mais c'est la vraie vie. C'est du big data. C'est un modèle donc, qui a été retravaillé sous 5 modèles statistiques différents. Et lorsque l'on traite ces patients, soit en écho, enfin en s'aidant du monitorage échographique, et donc là avec les mesures, les machins, les trucs, versus pas d'écho, très clairement, on a sur les 5 modes d'analyse statistique, tous sont de manière très significative en faveur de l'échographie. Là encore, alors c'est en faveur quand on va dans le détail, un petit peu, je n'ai pas trop le temps d'y revenir, mais globalement ça meurt moins. Pourquoi? Parce qu'ils ont mieux, pas forcément plus, mais ils ont mieux de dobutamine, pardon, quand il y en a besoin. Ils ont mieux de noradrénaline quand il y en a besoin. Et ils ont mieux de remplissage quand il y en a besoin. C'est essentiellement ces marqueurs-là que la différence se fait. Alors, qui doit faire l'écho? Aux urgences, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. C'est forcément l'urgentiste, parce que ce n'est pas dans 2 jours, c'est pas dans 2 heures, c'est pas dans 1 heure. C'est le malade arrive, on l'installe au déchocage, on lui met ses voies veineuses, ses machins, ces trucs. L'appareil, il est là, quoi. Enfin, chez nous, l'appareil, il est là. Et puis, je crois que j'ai vu quelques infirmiers dans la salle. Ils pourront vous dire, même sans torture, qu'effectivement, le malade, il a son écho pendant qu'elle pose la voie veineuse. Et ça nous permet d'anticiper tout ce qui va se passer après. Si je fais mon échographie après 1 litre de remplissage, je ne saurai jamais comment il était avant, le patient. D'accord? Alors, qui doit faire l'écho? C'est les urgentistes, oui. Et puis maintenant, on a des recommandations. Hein. C'est le 2e niveau de compétence pour l'échographie clinique en médecine d'urgence. C'est des recos officiels de la SFMU. Il faut que notre urgentiste, il sache faire de la contractilité du ventricule gauche. Il faut qu'il sache quantifier les pressions de remplissage. Et pourtant, je vous ai dit que c'était quelque chose qui n'était pas forcément très simple. Il faut qu'il soit capable d'identifier les grands troubles de la fonction diastolique. Il faut qu'il soit capable d'identifier de manière visuelle un cœur pulmonaire aigu, mais ça c'est presque du niveau 1, à mon avis. Qu'il soit capable de quantifier les pressions artérielles pulmonaires, là on est effectivement dans le niveau 2, mais c'est pas très compliqué. La pathologie valvulaire, oui, sans doute, c'est quand même moins fréquent. Et puis surtout, il faut qu'il sache faire une intégrale temps vitesse sous aortique, c'est ce qui paraît être le plus déterminant. Alors, quel type de formation? Est-ce qu'il faut un diplôme interuniversitaire? C'est réservé aux cardiologues, c'est pas facile d'y accéder. J'ai eu la chance, parce que c'était au tout début, de pouvoir bénéficier de cette formation, mais aujourd'hui, je crois que c'est rendu très difficile. Les DU d'échographie générale, ils sont très bien, mais
sur le versant, et je crois que je parle sous le contrôle de Philippe, sous le versant purement hémodynamique, ils ne sont pas forcément extrêmement pointus. Le TUSAR, c'est la référence, hein, c'est le diplôme qu'aujourd'hui on fait pour les anesthésistes, réanimateurs et les urgentistes qui veulent s'intéresser à l'échocardio. Mais c'est du lourd, hein, c'est 60 heures de formation théorique, c'est 120 échos en stage, c'est une formation et un examen théorique et pratique, mais bon, c'est la référence. Et puis, il y a des choses qui, fort heureusement, marchent pas mal. Le compagnonnage au sein d'un service, lorsque l'on a un référent qui est capable de vous apprendre à faire les mesures, à avoir les bonnes pratiques, c'est quelque chose qui permet d'acquérir une technicité et de comprendre ce que je vous ai raconté pendant 20 minutes. Les formations non universitaires structurées, alors mais forcément WinFocus, mais il y en a d'autres. C'est des formations relativement courtes qui sont pertinentes dès lors que l'on a déjà acquis les bases de savoir trouver simplement ces fenêtres en 2D sans forcément faire de mesures, mais savoir quand même par quel bout tenir la sonde. Vous profiterez plus de ces formations. C'est pour ça qu'on les met plutôt en deuxième niveau. Et quand on s'intéresse finalement aux résultats de ça, c'est un travail qui a été fait par un interne de Nantes, piloté par Philippe, entre autres, et qui comparait le ressenti et le ressenti de compétence en fait entre les différentes formations, qu'on ait suivi une formation longue ou une formation courte. Et globalement, pour la faire très courte justement, ce qui était important, c'était pas tant le profil de la formation, même si ceux qui avaient une formation longue avec des stages, machin truc, se sentaient quand même plus à l'aise, plus compétents, etc. Mais au final, le plus important, c'était de pratiquer. C'est-à-dire que celui qui fait l'échographie tous les jours, plusieurs fois par jour, il va se sentir plus à l'aise et ses résultats seront plus pertinents que celui qui fait une écho une fois de temps en temps. Et c'est vraiment le message que je veux faire passer. Il y a une courbe d'apprentissage, c'est votre investissement personnel, personne ne le fera à votre place. Maintenant, on sait que ça sauve des vies. Et bon, ça prend du temps, mais si vous le faites et si vous l'appliquez régulièrement, vous en tirerez un bénéfice. Je passe rapidement sur cette diapositive simplement pour ne pas résister aux auteurs. Parce que je me suis rendu compte quand j'ai fait la biblio qu'il y a de plus en plus de Chinois qui se mettent à publier là-dessus. Et donc, si on ne veut pas être à la ramasse des Chinois, bah, mettons-nous à faire de l'écho. Et eux, ils font des formations de 2 jours et demi, basées un peu sur le même modèle que ce qu'on fait, et avec des résultats en termes de performance qui sont intéressants. Ça, c'est pas les Chinois, c'est les Anglo-Saxons. Mais quand on me dit que l'échographie, ça prend du temps, eh bien, je réponds non, parce que avec des formations de type un peu courtes, avec des stages pratiqués régulièrement, lorsque on compare le temps passé pour faire les mesures, donc là, on n'est pas sur du visuel, là, on est sur des mesures de VTI sous-aortique, de surprime, donc des choses un peu compliquées. Eh bien, un junior, donc un interne résident en début de stage, il lui faudra grosso modo 800 secondes pour arriver à faire une écho complète, alors que son senior, un petit peu, comment dirais-je, expérimenté, en mettra 2 fois moins, mais 800 secondes, c'est quoi s'il faut à la fin améliorer la survie des patients? C'est quand même une dizaine de minutes sur la prise en charge, c'est rien. Donc l'intérêt, c'est tout ça, c'est de persévérer, parce que je suis bien conscient que la courbe d'apprentissage est un petit peu difficile. Mais le rendu me paraît aujourd'hui déterminant pour l'avenir. Et donc, j'ai dit en début de séance que je n'avais pas de conflit d'intérêt. Ce n'est pas tout à fait vrai, je suis un peu menteur. Donc, je vous invite, éventuellement pour ceux que ça intéresse, aux formations WinFocus d'hémodynamique, 2 jours, à Nantes, le 4 et 5 février 2020. Mais on en fait à Paris, on en fait à Toulouse en fin d'année. Et puis voilà, j'attends vos questions si vous en avez exprimé le besoin. Des... 25 minutes. Des questions? Qui fait un petit peu d'hémodynamique au quotidien dans son service? Est-ce que vous avez tous des machines déjà? Qui n'a pas de machine dans son service? Bon, vous avez tous des machines. Vous êtes tous exténués parce que je vous ai asséné. Pas de questions? Alors, pas de questions? Non? Non. Tant mieux. Merci Christophe. Merci.
Merci à toi.